Bon, alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet massif, la Chine et l'Afrique. On a regardé pas mal de documents, d'analyses pour essayer de comprendre ce qui se trame vraiment derrière les gros titres. Oui, et ça commence bien plus tôt qu'on le pense souvent, dès les années 70 en fait. Ah oui, avec quoi? Avec un projet, mais alors un projet pharaonique pour l'époque, Ah, le chemin de fer Tazara. le Tazara, ça me dit quelque chose. C'était quoi exactement? 1800 km de rail entre la Tanzanie et la Zambie, et le truc c'est que c'est la Chine qui a financé et construit ça, avec des dizaines de milliers d'ouvriers chinois. Incroyable. 1800 kilomètres, et ça dès les années 70. Exactement. Et c'était pas juste pour faire joli, quoi. C'était un coup diplomatique majeur. Juste après, en 1971, hop, l'ONU change son fusil d'épaule et reconnaît Pékin à la place de Taïwan. Ah d'accord, le lien est direct. Disons que le soutien africain, bien encouragé par ce genre de projet, a pesé très lourd dans la balance. C'est un peu l'acte fondateur de cette stratégie chinoise. Investissement contre influence. C'est fascinant comme point de départ. Mais le vrai décollage, c'est plus tard, non? Années 90? Oui, voilà. Années 90, la Chine devient l'atelier du monde. Elle a une faim de loup pour les matières premières, pétrole, minerais. Et là, l'Afrique devient une cible de choix, j'imagine. Une cible stratégique, oui. L'exemple type, c'est le Soudan. En 95, les Occidentaux s'en vont pour diverses raisons politiques. Et la Chine arrive. Exactement. Elle met le paquet sur le pétrole soudanais. Et elle le fait en affichant son fameux principe de non-ingérence. C'est-à-dire, Pas de leçon de morale. En gros, c'est ça. On fait du business, pétrole contre du cash, des infrastructures. On se mêle pas de vos histoires de démocratie ou de droits de l'homme. Forcément, ça plaît à certains régimes. et ça s'est structuré ensuite. Tout à fait. Tournée présidentielle chinoise en Afrique dès 96 et surtout la création du FOCAC en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine. Une plateforme pour officialiser tout ça. Et depuis, c'est la folie des grandeurs niveau infrastructure, non? Les chiffres sont dingues. Ah oui, on parle de plus de 170 milliards de dollars prêtés entre 2000 et 2023 pour construire quoi? Des routes, des barrages, des ports, des hôpitaux, des stades. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, c'est eux aussi, non? Le bâtiment lui-même. Exactement, un cadeau, 200 millions de dollars. C'est le symbole le plus visible de cette générosité. Intéressée, dirons-nous. Et tout ça s'inscrit dans leur grand projet global, les nouvelles routes de la soie. Voilà. Lancé en 2013, c'est un réseau mondial et l'Afrique, sur tous ses côtes, y tient une place cruciale. On parle de collier de perles. Collier de perles, c'est-à-dire. Une présence chinoise, que ce soit la construction, le financement, parfois même l'exploitation, dans des dizaines et des dizaines de ports africains. Près de 80 ports en fait, pour sécuriser leurs accès maritimes et commerciaux. Prenons un exemple, peut-être. Le Kenya, avec ce train Nairobi-Mombasa. Très bon exemple. Une ligne ferroviaire moderne, c'est sûr, c'est utile. Mais construite par une entreprise chinoise, CRBC, financée par une banque chinoise, Exim Bank, plus de 3 milliards de dollars. Et il y a eu des polémiques sur le coût, et même des rumeurs comme quoi le port de Mombasa pourrait être saisi si le Kenya ne remboursait pas. Oui, des rumeurs tenaces, même si elles ont été démenties officiellement. Mais ça rappelle forcément ce qui s'est passé au Sri Lanka avec le port de Hambantota. Ça alimente la crainte du piège de la dette. Et il y a ce modèle Angola aussi, c'est ça? Infrastructure contre ressources. Exactement. Angola, juste après la guerre civile, début des années 2000. Ils avaient besoin de tout reconstruire. La Chine prête massivement. Comment l'Angola rembourse? En barils de pétrole. Malin, mais risqué pour l'Angola, non? Très risqué. Ça leur a permis d'avoir des infrastructures, c'est vrai, mais ça a créé une dépendance énorme. À un moment, plus de la moitié du pétrole angolais partait directement en Chine pour rembourser la dette. Le schéma classique, c'est ça. Banque chinoise prête, entreprise chinoise construit, gouvernement africain rembourse, souvent en nature. Impressionnant, mais on parle beaucoup de béton, de routes, mais il n'y a pas que ça, hein? La tech, le numérique, c'est un autre front, hein. Ah oui, absolument, crucial. Et là aussi, la présence chinoise est écrasante, on peut dire. Tenez-vous bien, Huawei aurait construit environ 70% des réseaux 4G en Afrique. Pardon, 70%, C'est énorme. c'est colossal. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a les câbles sous-marins qu'ils déploient, les data centers qu'ils construisent. Avec les craintes que ça suscite en termes d'espionnage, de contrôle des données.
Forcément. Même si c'est difficile à prouver formellement, la question se pose. Surtout que souvent les alternatives occidentales sont soit plus chères, soit moins rapides à déployer. Et puis il y a les téléphones. Ah oui, La marque chinoise Transsion, vous connaissez? pas vraiment non. Eh bien, ils détiennent la moitié du marché africain des smartphones, avec des marques comme Tecno, Infinix, adaptées au marché local. Et puis la télé, StarTimes. StarTimes, ça me dit quelque chose. C'est la télé par satellite, non? Oui, et TNT. Ils sont dans plus de 30 pays, des millions d'abonnés, accès facile, pas cher. Mais là aussi question. Quel contrôle sur les contenus diffusés? Quelle influence sur l'opinion? Tout ça, ça relève de ce qu'on appelle le soft power, l'influence douce. Exactement. Ajoutez à ça le fait que la Chine a le plus grand réseau d'ambassades sur le continent. Ils sont partout, sauf en Eswatini qui reconnaît Taïwan. Logique. Ils ont aussi leurs propres médias, comme CGTN Africa, basé à Nairobi, pour donner une image positive de la Chine. Et puis, l'éducation. C'est-à-dire? Des dizaines de milliers d'étudiants africains qui partent faire leurs études en Chine, souvent avec des bourses. On forme les futures élites qui seront peut-être plus favorables à Pékin. Sans oublier l'aide sanitaire, les vaccins anti-Covid, le financement d'hôpitaux. Bon, évidemment, tout ça ne fait pas que des heureux. On entend beaucoup, surtout en Occident, cette critique du piège de la dette. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors c'est un sujet hyper complexe et très débattu. Les chiffres d'abord. La Chine détiendrait environ 12% de la dette extérieure publique africaine. Seulement 12%? On a l'impression que c'est beaucoup plus. Oui, mais 12% c'est déjà significatif, surtout que c'est très concentré sur quelques pays, comme l'Angola justement, la Zambie, l'Éthiopie. Mais ça veut dire que 88% de la dette, elle est détenue par d'autres. Qui ça? La Banque mondiale et le FMI, c'est presque 40%. Et puis, les créanciers privés occidentaux, des banques, des fonds d'investissement comme BlackRock, c'est environ 35%. Donc, pointer du doigt uniquement la Chine, c'est un peu réducteur. Donc, l'idée d'un piège tendu délibérément par la Chine. C'est probablement plus compliqué. Il y a sans doute un manque de coordination entre les différents prêteurs chinois, des projets parfois mal évalués. Mais le risque de surendettement pour certains pays africains, lui, il est bien réel, quelle que soit l'origine de la dette. Et les autres critiques? Le néocolonialisme? Les Chinois qui prennent tous les emplois sur les chantiers? Et cette histoire d'espionnage au siège de l'Union africaine? Oui, ces critiques existent. L'affaire du siège de l'UA, où l'on aurait découvert des transferts de données suspects vers Shanghai, et même des micros cachés, ça a marqué les esprits, même si la Chine a nié. La question des emplois locaux est aussi récurrente. Beaucoup de grands projets sont réalisés par des entreprises et des ouvriers chinois. Mais il faut relativiser peut-être. Il faut surtout contextualiser. D'autres acteurs sont présents. Les anciennes puissances coloniales comme la France ont un passif lourd et certaines de leurs entreprises, Total, Orano, Bolloré, sont aussi critiquées pour leurs pratiques. Et de nouvelles puissances montent. La Turquie, l'Inde, la Russie avec ses ventes d'armes et Wagner. L'Europe essaie de réagir avec son projet Global Gateway. Souvent d'ailleurs, ces initiatives semblent être une réponse directe à l'influence chinoise. Ok, donc pour résumer, on a une relation incroyablement dense, à multiples facettes. D'un côté, un développement des infrastructures qui était attendu, un accès aux ressources pour la Chine, une intégration technologique qui s'accélère, une influence politique et culturelle grandissante. C'est ça. Et de l'autre côté, les ondes d'ombre, la dépendance économique pour certains, les polémiques sur la dette, sur la souveraineté réelle, et ces soupçons constants d'arrière-pensée, d'espionnage, de contrôle. C'est vraiment une mosaïque, comme vous disiez. Oui, très complexe. Et la question de fond, finalement, c'est celle de l'agence africaine. Est-ce que les pays africains, face à cet engagement chinois massif et face au jeu des autres puissances, anciennes et nouvelles, arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu, à imposer leurs conditions pour un développement qu'ils choisissent vraiment? Mais on assiste à une nouvelle forme de compétition, de lutte, d'influence sur le continent qui rappelle un peu des dynamiques plus anciennes. C'est toute la question. Est-ce une vraie redéfinition des règles ou juste un changement d'acteur dans un jeu qui reste au fond assez similaire? Ça laisse matière à réflexion.